BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Fiatre nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour Stéphane. Directeur éditorial de marchégagnant.com. J'allais dire on ne vous présente plus, on va le faire quand même. Le sujet de la semaine ? Eh bien Stéphane, je vous propose de revenir sur une expérience lancée par Marché Gagnant avec la sympathique collaboration de celui qui est en vacances cette semaine, c'est-à-dire Cédric. Bref, on a créé un portefeuille boursier à vocation pédagogique, histoire de regarder les choses non pas en théorie, où tout est toujours merveilleux, mais en pratique. Alors aujourd'hui, peut-être on pourrait s'interroger en se reposant sur ce portefeuille sur finalement quelle valeur acheter et puis quand vendre ces actions, qui sont quand même deux questions de base pour aller en bourse. Et une autre question de base, quelles sont les règles à respecter ? Alors, les règles à respecter pour acheter un titre chez Marché Gagnant, on dit toujours que quand on choisit une action, il faut écrire sur un bout de papier les 3 raisons qui justifient l'achat. Alors, vous pouvez mettre plein de choses, Stéphane. Vous pouvez dire c'est la qualité des produits, c'est la diversification internationale, c'est la stabilité du management, c'est le niveau du dividende. Bref, vous allez avoir des raisons qui vont être dépendantes quelque part de la vision que vous avez de l'investissement, de vos prismes ou de votre expérience. Et au passage, vous noterez. Je vous dis 3 raisons. Il faut que ce soit des vraies raisons. Voilà, et ça veut dire qu'en pratique, vous ne pouvez pas mettre simplement « j'achète parce que je trouve que le cours est pas cher ». Ou parce que j'aime bien. Voilà. Alors deuxième chose qu'on dit souvent chez Marché Gagnant, on ne se précipite pas. Bref, on passe toujours un ordre à cours limité pour acheter moins cher, parce qu'en fait, quand on vend en bourse sans se soucier du prix, j'avoue, j'ai plus tendance à dire qu'on fait du gaming que de l'investissement. Ouais, alors en pratique, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand je remplace pas Cédric, je regarde aussi cette émission, et je vous ai vu demander à Cédric de tirer au sort. Alors c'est vrai. Alors, en fait, mais ça m'a quand même permis de vous rappeler les règles de Marché Gagnant. En revanche, il y a une règle de Marché Gagnant qu'on a parfaitement respectée, c'est la logique de la diversification sectorielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Stéphane, quand je vous demande de mettre 3 raisons sur un bout de papier quand vous choisissez une valeur, eh bien en pratique, comme vous allez avoir vos prismes, vous allez avoir vos biais, eh bien vous allez avoir des choix qui vont être marqués dans un sens. Moi, vous voyez, par exemple, je suis pour faire de la bourse sans trop m'embêter, donc j'ai plutôt tendance à être vigilant aux perspectives de croissance, parce que j'ai pas envie de passer mes journées à faire des arbitrages. En fait, si je fais un parallèle avec la conduite, je suis pas du genre à accélérer comme un fou pour piler derrière sous prétexte que le feu vient de passer au rouge. Moi, je préfère y aller mollo, voire même laisser glisser la bagnole pour épargner les freins. Donc, en fait, histoire d'empêcher tous les emportements qu'on peut avoir avec notre caractère, on a donc tiré une valeur par secteur. Au total, on a donc investi 10 000 € qui ont été équipondérés entre 11 titres, puisqu'il y a 11 secteurs à la Bourse de Paris. Et quand est-ce qu'on décide de vendre ? Alors, ça aussi, c'est une décision importante. Alors, je vais vous faire tourner en bourrique, parce que je vais vous dire que le premier argument qu'on utilise traditionnellement, c'est Marché Gagnant, c'est on repart de nos 3 raisons. Ouais. Et quand elles sont plus valables, on vend. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne devrait garder en portefeuille que des valeurs que l'on serait susceptible d'acquérir si jamais, à l'instant T, si jamais on avait de l'argent. Alors là, en l'occurrence, j'avais pas mes 3 raisons à l'origine puisqu'on a fait un tirage au sort, donc c'est pas l'argument que je vais pouvoir utiliser pour savoir si on vend ou pas. Petite parenthèse, un pas de côté, il fait combien de performance votre portefeuille à vocation pédagogique depuis le 1er janvier ? Alors hier, le CAC 40 était à 3,86% depuis le début de l'année et notre portefeuille, il affichait une hausse qui était légèrement en deçà de 8%. Alors oui. Ce qui est assez intéressant, c'est que notre hiérarchie des valeurs du portefeuille a un peu bougé hier avec la flambée de l'action Eramet qui a pris 14% dans la séance, après avoir annoncé une perte sur l'exercice 2020, mais un rebond de son exploitation pour 2021. Mais sur les 11 valeurs ? Alors, sur la performance. Alors, il y en a qui se distinguent. Donc, Eramet vient de passer devant CGG. Donc là, on voit bien 2 valeurs qui sont 2 valeurs très cycliques. Si on regarde quand même, on est à 1 mois et demi depuis le début de l'expérience. J'ai quand même 5 valeurs sur les 11 qui affichent des performances à 2 chiffres, c'est-à-dire supérieures à 10%. C'est Bell, c'est Eramet, c'est CGG, c'est Veolia ou c'est encore Saint-Gobain. Vendre quand on a fait 10% de plus-value, c'est une bonne recette ou il ne faut pas s'arrêter à un chiffre précis ? Alors je vais vous dire, globalement je ne suis pas d'accord sur cette approche. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cycles dans les marchés qui se prolongent quand même un certain temps et en plus les marchés sont de plus en plus volatiles. Donc on peut
on ne sait pas si, on ne sait pas quand, si ça peut arriver, mais on peut avoir des variations de plus de 10% sur un titre. Donc, si on avait appliqué la règle du on vend quand on a fait 10%, on vend ou on allège quand on a fait 10% de performance, on aurait déjà viré la moitié des valeurs des portefeuilles. Et puis, je vais vous dire, Stéphane, quitte à faire de la pédagogie pratique, on va faire, si vous le voulez bien, un peu comme aux échecs. Et quand on joue aux échecs, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de regarder le coup d'après. Donc, si je vends quand j'ai pris 10% de plus-value, c'est pour faire quoi? Prendre ses bénéfices et partir en vacances comme Cédric. Voilà, alors en fait, je peux me mettre effectivement dans la situation où je suis super fier de moi. J'ai vendu mes lignes en forte hausse parce que j'avais fait une plus-value, mais au passage, qu'est-ce que je vais faire si je garde du cash? Je vais réduire, et c'est quelque chose qui est très important chez nous dans notre approche chez Marché Gagnant, je vais modifier mon profil. En fait, vous allez sur le site, vous pouvez vous dire, vous faites un test, on vous dit combien vous devez avoir d'actions dans votre patrimoine. Donc, vous pouvez avoir un profil, par exemple, 80% d'actions dans votre patrimoine financier. C'est le gars un peu excité quand même, parce que vous pouvez perdre du coup sur un an quasiment 30% de votre patrimoine. Ça dépend de notre âge aussi. Alors, ça dépend de votre âge. J'avoue que sur ce sujet, le concept qui consiste à dire qu'il faut avoir en action 100 moins son âge, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça veut dire que les vieux n'ont pas besoin d'action, et ça voudrait donc dire qu'il faut qu'on explique aujourd'hui à Bernard Arnault qui a plus 20 ans qu'il n'a plus aucune raison de détenir un LVMH. Donc, mais si vous avez un profil très excité à 80-20, la hausse, vous allez avoir votre poids d'action qui va peu augmenter. Donc moi, je ne suis pas convaincu que ça soit pertinent. Et puis si on est dans le cas de Choupinette, qui elle est plutôt à 25% d'actions, aujourd'hui, le gain est insuffisant pour intervenir et prendre ses bénéfices. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette règle qui dit qu'en général, au-delà de 10% de bénéfices, au-delà de 10% de progression, on prend ses bénéfices? Non, et en fait, je vais vous dire, Stéphane, globalement, je suis assez rebelle sur toutes les règles de gestion qui sont liées au prix de revient. Moi, j'ai connu des vieux boursiers qui prenaient leurs bénéfices pour abaisser leur prix de revient. Alors, je vous explique un peu leur histoire. Ils disaient, moi, j'achète 4 actions à 100 €. Donc, j'ai investi 400 €. L'action, après, elle a doublé. Donc, elle est passée à 200 €. Donc là, j'en vends la moitié. Donc, je vends 2 actions, je récupère 400 €. J'avais investi 400, j'ai touché 400. Donc, morale de l'histoire, j'ai 2 actions qui ne m'ont rien coûté. Mais je reviens sur ma partie d'échec. C'est quoi le coup suivant? Qu'est-ce que je vais faire sur ces 2 titres qui m'ont rien coûté? Je vais me dire ad vitam aeternam que je vais les garder parce qu'ils m'ont rien coûté. Quand est-ce que je vais prendre la décision de solder ma position? En fait, cette stratégie me paraît pas pertinente. Mais on peut pas dire quand même qu'on se moque du prix de revient, parce que je crois qu'il y a des conséquences fiscales. Alors, exact Stéphane, vous faites bien de le noter. Mais si on intervient sur un compte titre ordinaire. Et c'est horrible, cette histoire-là. Pourquoi? Parce que ça va impacter notre comportement. Alors, on va prendre des cas. Je suis en perte. J'ai fait un placement pourri, je me suis planté, mais qu'est-ce qui va se passer si je vends? Est-ce que mes pertes seront imputables? Elles ne seront imputables que sur des gains de même nature. Or, manque de chance, j'en ai pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis planté, mais comme il va y avoir la fiscalité, en pratique, je ne vais pas bouger. Deuxième solution, je gagne de l'argent. Et là, je me dis, j'aimerais bien prendre une partie de mes bénéfices. Mais le hic, c'est que j'ai pas de moins-value à imputer. Et donc, je me dis, mais si je vends, le fisc, il va m'en prendre tout de suite un bout. Et ça, c'est pas cool. Donc, là encore, morale de l'histoire, on fait rien. Donc moi, je vais vous dire, j'ai une idée pour éviter tous les ennuis fiscaux et faire abstraction du prix de revient. Ça doit être, secret, mais ça doit rester légal. Ça, bien évidemment. Et le secret, c'est quoi? C'est l'enveloppe fiscale qui est la plus attractive pour investir en bourse. C'est le plan d'épargne en action. Ici, ce qui compte, c'est ce que vous avez versé à l'origine et combien vous récupérerez à la sortie quand vous ferez un retrait. Tout ce qui se passe entre les deux, on s'en moque. Vous perdez de l'argent sur une ligne parce que vous l'avez vendue parce qu'elle était pas prometteuse. Aucun impact. Vous vendez une action parce qu'elle a fortement progressé. Aucun impact fiscal à court terme. Alors certes, moi j'entends des gens qui me disent « Ah ouais, mais monsieur Filiatre, le PEA, ça limite notre périmètre d'investissement. » Mais franchement, moi, entre me limiter mon univers d'investissement et ouvrir mes chakras fiscaux, eh bien, je préfère ouvrir mes chakras fiscaux. Voilà pourquoi, chez Marché Gagnant, quand on a défini notre panel des valeurs pour débuter en bourse, on m'a fixé une règle impérative, doit être éligible au plan d'épargne en action. Et donc pas d'arbitrage sur le portefeuille? Alors, je vais être honnête avec vous. À l'origine, quand j'ai lancé cette expérience, je n'avais pas prévu d'en faire. Mais actuellement, je me permets juste de constater la chose suivante. Je vous ai dit
qu'à l'origine, on avait équipondéré le portefeuille. Alors en fait, c'était pas tout à fait vrai, parce que là encore, comme on fait du pratique, quand on a une action dans le portefeuille comme Christian Dior qui vaut 450 €, ça oblige à faire quelques arbitrages. Et qu'on peut pas acheter des petits bouts de Christian Dior, ça fait que les choses sont pas faciles. Pour autant, aujourd'hui, je constate, à l'origine, on est parti, chaque valeur devait peser peu ou prou 9% du portefeuille. Aujourd'hui, j'ai 11% du portefeuille sur Eramet et j'ai 7% seulement sur Iliad. Alors, si je voulais rééquilibrer, eh bien, il faudrait que je fasse un arbitrage qui porterait sur un montant de 200 €. Et je vais vous faire une confidence, je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle si l'on tient compte des frais de courtage et autres taxes sur les transactions financières. Donc ça aborde le sujet des frais, mais comme je vois l'heure, on en parlera une autre fois. Merci beaucoup, Jean-François Filas.